Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, bienvenue dans notre hôtel de région pour cette rencontre, colloque que vous avez organisé à l'occasion du 150e anniversaire de la SEPR. Avec le Président, nous vous quitterons, vous reviendrez sûrement, puisque aujourd'hui c'est le Mondial des métiers et nous avons donc non seulement à inaugurer le Mondial des métiers, mais à signer un certain nombre, en ce qui me concerne, d'engagements avec l'État et les branches professionnelles. Nous vous accueillons avec beaucoup de plaisir pour un 150e anniversaire. Nous aurons l'occasion de nous retrouver le 27 février pour l'inauguration du campus Feuillat, dans lequel nous sommes déjà allés d'ailleurs à plusieurs reprises. Donc 150 ans, c'est quand même assez rare pour une institution, c'est donc une longue histoire. Et c'est un colloque qui aura l'occasion de voir le temps qui a été parcouru au cours de ces 150 ans. On pourrait dire que la SEPR n'est pas une vieille dame ou une très vieille dame, mais c'est aussi une nouvelle jeunesse à travers ces 150 ans. Alors, nous avons constaté que la SEPR aujourd'hui forme plus de 3700 personnes par la voie scolaire, par l'apprentissage, par la formation continue. Donc, c'est un des grands centres de formation professionnelle de notre région et aussi un des premiers CFA. Et j'ai eu l'occasion de me rendre non seulement sur vos installations, votre campus actuel tel qu'il évolue, mais aussi en Ardèche. On s'est retrouvé en Nord-Ardèche à 2 reprises, puisque nous avons la responsabilité maintenant de l'apprentissage. Alors, 150 ans, ça nous fait remonter en 1864, à l'occasion du Second Empire. Philippe Dujardin a sûrement exploré cette histoire, qui est une histoire liée tout à la fois au mouvement patronal, au mouvement ouvrier, et puis une spécificité lyonnaise, puisque François-Barthélemy Arlès-Dufour avait à l'époque, en 1864, créé la SEPR pour assurer, je le cite, la formation des ouvriers et des employés afin de lutter contre la misère et l'ignorance. Donc il s'agissait d'une attitude visionnaire pour créer cette institution. L'influence à Lyon des Saint-Simoniens était évidemment très forte, mais au-delà, il y avait aussi le mouvement ouvrier qui était organisé. Lyon avait été, quelques 50 ans avant, même pas 30 ans avant, avait été, avec la révolte des Canuts, aussi un haut lieu de la conscience ouvrière et de la révolte ouvrière. Et nous avons donc 150 ans. À l'époque, c'était l'idée que la qualification des ouvriers, des employés, était le meilleur moyen de leur épanouissement. On retrouve cette constante. La formation, c'est développer ses aptitudes, ses qualités, trouver un emploi durable, s'épanouir professionnellement, mais c'est aussi participer à la construction de l'individu, lui donner des repères, lui donner des valeurs, le situer dans la société. Et cette dimension de formation, c'est une dimension que nous retrouvons, nous, dans nos politiques régionales, puisque nous avons cette compétence en matière de formation professionnelle. Je rappelle que c'est pour les demandeurs d'emploi non indemnisés. Par ailleurs, l'ensemble de la formation professionnelle qui est assurée dans le cadre du partenariat entre les organisations patronales et les organisations de salariés. Mais ça, c'est pour les travailleurs qui sont dans le cadre de leur formation professionnelle d'entreprise. Mais pour la région, on retrouve cette compétence aujourd'hui qui est exercée de ceux qui n'ont pas d'emploi et qui n'ont pas d'indemnisation. Arlès-Dufour aussi nous est partagé la conviction qu'une formation de qualité ne peut se développer qu'en lien avec son environnement économique. Et ce qui est très fort en ce qui concerne la SEPR, c'est justement ce lien avec les entreprises. Il y a le président Berlioz-Curlet qui représente la Chambre des métiers ici. Donc l'idée qu'avec les entreprises, il fallait mettre sur pied ce qu'on appelle maintenant la formation par alternance, mais on était un peu dans la même démarche, et un mot qu'on a un peu oublié, une expression qu'on a un peu oubliée, la promotion sociale. À l'époque, on commence ouvrier, puis un jour on sera peut-être patron de l'usine.
commence artisan, employé chez un artisan, puis un jour on reprendra peut-être l'entreprise, la PME. Et je crois que c'est aussi cet élément qui est important, la grande force de l'alternance, c'est le lien entre la formation et le monde professionnel. Et pour nous, c'est un grand avantage d'avoir sur un bassin d'emploi de l'agglomération lyonnaise, plus largement sur la région Rhône-Alpes, un organisme de formation reconnu et qui prépare, je crois, une centaine de diplômes. Moi-même, j'ai estimé qu'en sixième, j'étais pas très bon en anglais, donc à l'époque, il y avait des cours qui renforçaient. Enfin, ça fait quelques. J'ai cherché un jour mon diplôme de la SEPR que j'avais eu. Je me rappelle, donc j'ai pas retrouvé, mais il y avait une distribution des diplômes, une remise des diplômes qui se passait à la Bourse du Travail. Donc, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais vous voyez, ça fait longtemps et la Bourse du Travail était pleine de tous ceux qui avaient obtenu un diplôme de quelque formation que ce soit. Alors, il y a aussi cette volonté d'innover. Ça, c'est votre objectif. Le fait qu'il y ait un campus des métiers sur le site de Feuillard, la SEPR s'est installée, elle a déménagé, passé du 6e, des Brotteaux, sur ce campus qui a forte valeur ajoutée territoriale. Elle est au cœur de la ville, au cœur du 3e arrondissement. Et à partir de là, l'innovation, elle est constante. C'est d'ailleurs des données de la SEPR. On parlait de la promotion sociale, mais aujourd'hui, l'emploi à vie, conserver le même métier pendant toute sociale, n'est plus une réalité. Et donc, cette formation professionnelle continue, cette adaptation, c'est un élément où il faut innover. Regardez, vous avez vu que Facebook a à peine 10 ans. Il y a 10 ans, on ne pouvait pas imaginer les développements que l'informatique engendrerait et les TIC engendreraient dans la formation en matière de travail. Je crois aussi que l'attention que Arlès Dufour portait sur les conditions de vie était aussi très visionnaire. Parce que nous voyons bien qu'au cœur du système d'éducation et de formation français, la question des inégalités sont prédominantes. Vous avez lu les enquêtes sur l'éducation, les fameuses enquêtes PISA, qui montrent que la France est un des pays les plus inégalitaires dans la formation en Europe sur l'éducation de base. Je partage l'avis de l'éditorialiste du Monde qui disait il y a quelques jours si c'était dans un autre pays, ça aurait été une tempête. Tout le monde se serait dit comment il faut réformer, comment redonner un sens à l'éducation. Nous, dans notre pays, on a des grands mots, des grands slogans, l'égalité des chances, puis derrière, quand on regarde et quand on creuse, on se rend compte qu'il y a pas mal d'inégalités, et en particulier dans la formation initiale. Mais tout cela est passé un peu, quelques articles. On a dit qu'après tout, nous Français, nous ne devions pas être notés parce qu'on était supérieurs. Enfin, c'est bien la tradition, on conteste toujours l'arbitre et donc celui qui fait la notation. Mais c'est quand même une question fondamentale. Et je crois que l'ASEPR est là justement pour rétablir une part de l'égalité des chances. Une expérience personnelle très modeste, mais vous avez ce rôle. Et pour rétablir l'égalité, il faut faire attention à l'accès au logement, à l'accès à la restauration, à l'accès au transport, à l'accès à la culture. C'est aussi tout un environnement qui contribue ou qui doit contribuer à la réussite des jeunes ou des moins jeunes qui fréquentent des établissements de formation. Il y a la question de l'égalité entre femmes et hommes. Il y a la lutte contre les discriminations qui reste un point très important. On le voit sur beaucoup d'accès à des emplois, voire même dans l'intégration, dans l'apprentissage. Donc je crois que pour la SEPR, si elle veut rester fidèle au message d'Arlès Dufour, c'est aussi dans une démarche d'égalité. La région
comme je vous l'indiquais, a un rôle en matière de formation professionnelle important. Le budget de la formation professionnelle et de l'apprentissage, c'est à peu près le quart de notre budget. L'apprentissage constitue fort, puisque c'est pratiquement la moitié, donc 13% du budget de la région. C'est une compétence sur laquelle nous sommes montés au niveau des responsabilités avec le concours des centres de formation d'apprentis pour avoir non seulement une démarche d'augmentation du nombre d'apprentis, mais aussi une démarche de qualité. Nous sommes passés de 32 000 à 43 000 apprentis. Donc, augmentation du nombre des apprentis en formation, mais aussi augmentation de la qualité de la formation, qui a été un élément donnant à l'apprentissage cette démarche d'une voie d'excellence en matière de formation. Je pense que sur l'apprentissage, le transfert des compétences aux régions, de la même manière que cela s'est fait pour les constructions et l'accompagnement dans les lycées, a été quelque chose de positif quand on regarde, quand on fait le bilan, l'apprentissage sur 10 ans, le transfert des compétences. Je ne vais pas vous cacher que, le président Berlioz-Curlet le sait, que nous connaissons une petite baisse de l'apprentissage, moins importante pour la région Rhône-Alpes que globalement sur le plan national. Nous avons, donc pour cette année 2013-2014, baisse de 2,5%. Ça fait quand même 1000 apprentis en moins. 1000 apprentis en moins. Au niveau national, c'est 3,5%. Alors, quand on essaye de comprendre les raisons de cette évolution phase ascendante, on en trouve plusieurs. D'abord, il y a la mobilisation de l'éducation nationale qui essaye plutôt d'orienter vers les lycées professionnels, souvent pour sauver les sections, qui n'est pas remplies. Ça fait à peu près la moitié des 1000 qui n'ont pas été. Pour le reste, il faut bien dire qu'il y a la concurrence des emplois d'avenir. Domaine, je pense notamment aux emplois de service. L'emploi d'avenir est moins cher que le contrat d'apprentissage. Il faut dire les choses quand même, c'est une réalité. Je pense que l'emploi d'avenir, il a un intérêt en direction de jeunes décrocheurs du système scolaire, n'offre pas les mêmes garanties que l'apprentissage. Voilà une situation. Et actuellement, puisque le Parlement s'est saisi hier du projet de loi sur la formation professionnelle, sur la démocratie sociale, il doit normalement adopter ce texte d'ici la fin du mois de février. L'apprentissage, la question de la collecte et de la répartition de la taxe en est un élément. L'autre aspect, je crois, va plutôt dans le bon sens, c'est l'idée d'avoir un compte personnel de formation. C'est vraiment une évolution très forte en matière de formation professionnelle qui est liée à cette idée qu'une personne n'exercera pas le même métier pendant toute sa vie et donc il faut avoir, même s'il exerce le même métier, ce métier va se transformer. Donc ce sujet, les régions de l'apprentissage ne manquent pas de le poser parce que je pense que l'apprentissage est une voie qualifiante, que c'est une voie d'intégration sociale et qu'elle est porteuse d'excellence. Voilà quelques messages que je voulais vous adresser avant que vous démarriez vos travaux. Nous nous rendons au Mondial des métiers, c'est une manifestation qui réunit chaque année plus de 100 000 jeunes. Ça leur donne un regard, c'est des jeunes de troisième, de seconde, ça leur donne un regard sur leur orientation, l'envie des métiers. Il y a une très bonne mobilisation des branches professionnelles, surtout les branches qui ont besoin de recruter, et puis une bonne mobilisation aussi des organismes de formation. Et non seulement on fait le bilan de ces 150 ans d'histoire, mais regardez aussi vers l'avenir. Je vous souhaite donc un bon travail, une bonne journée ici à l'Hôtel de Région. Merci. Monsieur le Président, merci pour vos propos humanistes qui politique et derrière. Pardon.
Oui, je vous remercie donc pour votre présence à l'ouverture des travaux du colloque organisé par la SEPR, thème Actualité et enjeux de la formation professionnelle. Mesdames et messieurs les animateurs, les débatteurs, je vous remercie pour votre implication dans la préparation des débats et l'animation des travaux. Je remercie également toutes les personnes qui ont répondu à l'invitation de la SEPR. Avant le mot de bienvenue traditionnel, je profite de la présence du Président pour vous remercier publiquement, Monsieur le Président, et à travers vous tous vos services, pour toute l'écoute et toute l'aide que vous apportez à l'enseignement professionnel rhône-alpin et à la SEPR en particulier. Compte tenu de nos contraintes réciproques, nos discussions sont parfois animées, mais toujours empreintes de respect, d'empathie et de compréhension mutuelle. C'est sur des bases de rapports sains que s'est construit le partenariat de ce jour dans l'organisation du colloque. Merci. Mesdames et messieurs les participants, si j'avais pu libérer plus de temps et ne pas être dans l'obligation de représenter la SEPR au 18e mondial des métiers, sachant que la SEPR est ici représentée par sa directrice et ses deux autres directeurs, ils vont rester toute la journée, j'aurais participé à la table ronde numéro 3 sur le financement de l'enseignement professionnel. Je suis en effet diplômé d'expertise comptable, issu de l'enseignement professionnel, et j'aurais posé la question suivante, après avoir fait le constat qu'au lycée, un lycéen suivant une filière générale coûte moins cher qu'un lycéen suivant une filière professionnelle. Et il me semble, pour la raison principale suivante. Dans la filière générale, il est acquis des savoirs. Dans la filière professionnelle, il est acquis des compétences. Les compétences étant la mise en œuvre des savoirs, elles sont plus difficiles à acquérir et à évaluer. Elles nécessitent souvent des effectifs d'apprenants réduits et des moyens pédagogiques en hommes et matériel conséquents. Elles ont en outre l'obligation de répondre aux besoins des entreprises. Aussi la question, une des difficultés de promotion et de valorisation de l'enseignement professionnel n'est-elle pas d'ordre budgétaire? Avant de m'arrêter là et de vous laisser poursuivre vos travaux sur toutes les questions d'actualité inscrites au programme, et parce qu'il faut aussi regarder vers l'avenir, il est un peu de tradition à la région qu'on ajoute un « E » sur certains acronymes. Et c'est pour ça que je souhaite que la SEPR, Société d'enseignement professionnel du Rhône, soit également la SEPR-E, pour savoir-être, pour réussir en entreprise. Bon travail et très belle journée, merci. Oui, bonjour, j'hésitais à m'asseoir à cette place, c'est un peu impressionnant. Je suis plus habitué à des amphithéâtres qu'à des hémicycles ou à des salles de séminaire. Je m'appelle Éric Verdier, donc je suis directeur de recherche au CNRS à Aix-Marseille Université, et plus précisément au laboratoire d'économie et de sociologie du travail. Je vous remercie de m'avoir invité et de m'avoir fait confiance pour tenter d'animer ces échanges que j'espère fournis. Donc, c'était juste pour lancer quelques éléments de discussion avant la table ronde, vous faire part d'interrogations qui m'ont, traversé l'esprit après avoir lu l'ouvrage qui m'a impressionné sur les 150 ans de la SEPR. Et c'est à partir de là que
Donc j'ai conçu ce PowerPoint, ce diaporama, pour rebondir sur un certain nombre disons, d'écrits très intéressants que j'ai lus dans cet ouvrage. Alors, je ne sais pas comment on fait pour... voilà. Bon, allez, je vous fais signe, d'accord. Je ne suis pas habitué à cette modalité-là. Oui, donc j'ai été frappé notamment par une introduction de cet ouvrage qui faisait une différenciation assez stimulante entre célébration et commémoration. Et donc, j'ai essayé de reprendre cette idée à ma manière, en me demandant si la formation professionnelle, ce n'est pas toujours un avenir au futur antérieur. C'est-à-dire qu'on regarde toujours vers le passé pour essayer de penser cet avenir. Et je me suis retourné donc, sur quelques formules que j'avais pu rencontrer en travaillant sur ces questions ces dernières années. Et notamment, j'ai retrouvé cette formule de Joseph Fontanet dans l'exposé des motifs de la fameuse loi de 1971, où à un moment donné, il dit « Il n'y a pas d'investissement plus rentable que la formation professionnelle ». On pourra revenir d'ailleurs sur les ambiguïtés du terme formation professionnelle. Là, il parlait surtout, je dirais, de la formation continue. Mais bon, prenons l'expression au sens large. Et puis Adam Smith, puisqu'on a beaucoup parlé d'apprentissage, Adam Smith a des paroles extrêmement dures sur l'apprentissage. Évidemment, c'est dans un autre contexte, où pour lui, c'était vraiment une formule totalement passéiste qui empêchait de regarder vers l'avenir, puisqu'elle était fondée sur un principe d'imitation, donc de reproduction, et que par rapport aux nouveaux arts, pour reprendre l'expression d'Adam Smith, nouveaux arts industriels qui émergeaient, eh bien, il fallait s'en détourner. Alors on peut reprendre aussi, pour cet excès d'indignité, on peut reprendre aussi une fameuse formule de Bourdieu qui parle à propos des jeunes français, de l'enseignement professionnel. Il a cette formule très forte, peut-être trop forte, d'exilés de l'intérieur, mais qui là, pointe sans doute un enjeu important. Alors j'aime bien la formule de Vincent Troget, historien bien connu de la formation professionnelle, qui... c'est un des intertitres d'un de ses papiers qui dit « L'enseignement professionnel, c'est un bricolage de l'histoire ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas un grand récit, comme on peut en trouver d'ailleurs pour la formation générale, pour l'éducation plus classique. C'est fait donc de différentes étapes, différentes initiatives, avec justement des retours en arrière, des bifurcations, et qui donc ne se laisse pas attraper au regard d'une seule grille de lecture. Voilà, alors, et on peut le comprendre quand on voit, je dirais, toutes les attentes qui se formulent à l'égard de la formation professionnelle, initiale en particulier, et plus spécifiquement la formation en alternance, où on lui adjoint un nombre, je dirais, d'objectifs pour un seul instrument qui est assez impressionnant, et on peut se demander s'il n'y a pas là des tensions, parfois même des contradictions qui sont à l'œuvre. J'en ai listé là quelques-uns: remédier au chômage des jeunes, et notamment en France, c'est une politique constante maintenant depuis une trentaine d'années, au travers d'un lien contractuel, contrat de professionnalisation, contrat de qualification, enfin contrat d'apprentissage, donc essayer par ce biais-là de résoudre des problèmes d'insertion, satisfaire les besoins des entreprises, on va beaucoup en discuter pendant toute la journée, mais avec une ambition très grande, c'est-à-dire de dire la formation professionnelle, notamment en alternance, c'est l'occasion de s'approprier en quelque sorte et de construire des compétences qui échapperaient par définition à ce qui peut se faire dans un cadre purement scolaire. Et c'est autour de ces compétences que se joueraient les capacités à innover grâce par exemple à une meilleure aptitude à la coopération dans le travail. Évidemment, articuler savoir théorique et savoir pratique, ça c'est une scie constante, si je puis dire, des débats sur la formation professionnelle, mais avec là aussi une tension. On veut à la fois former des professionnels de haut niveau, et puis en même temps on veut remédier à l'échec scolaire au travers de cet agencement des savoirs théoriques et des savoirs pratiques. Il y a évidemment là des tensions qui traversent les dispositifs de formation professionnelle. Et puis, et ce n'est pas le moindre, forger des identités sociales sur des sentiments d'appartenance à des communautés professionnelles. C'est évidemment très marqué dans un certain nombre de dispositifs
nationaux autres que le nôtre, je pense notamment au système germanique. Alors, en ayant lu l'ouvrage et puis en ayant aussi relu du Vincent Trogé et l'Antoine Pro, j'en étais arrivé à la conclusion qu'il y avait un certain nombre de dimensions qui sont un peu incontournables quand on veut faire le point peut-être sur des dispositifs de formation professionnelle. C'est l'idée très forte chez Vincent Trogé, hein, mais qu'on retrouve aussi chez Antoine Pro, aussi d'une manière très appuyée. C'est l'importance des initiatives locales. Donc là, on est vraiment en interaction avec la SEPR. Et plus largement, et aujourd'hui ça devient de plus en plus important, et la présence et l'intervention de M. Kéran en témoignait, l'importance des jeux d'échelle. C'est-à-dire que ça ne se joue pas simplement au niveau national versus local, mais ça se joue au niveau régional et au niveau européen maintenant. Et cette question des articulations des jeux d'échelle est à la fois une ressource, sans doute, pour permettre de faire converger des financements, par exemple, hein, sur des initiatives précises, mais c'est aussi une complexité et ça pose un certain nombre d'enjeux en termes de coordination. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. On ne peut pas parler non plus de formation professionnelle, et l'ouvrage le montre bien, et je crois que la première table ronde y reviendra de manière explicite, qu'on ne peut pas ne pas faire référence aux valeurs politiques qui animent ceux qui construisent ces dispositifs de formation professionnelle. Comment considèrent-ils les personnes en formation? J'essaierai d'y revenir peut-être tout à l'heure si j'ai le temps. Est-ce que c'est un futur citoyen, un salarié? Est-ce que c'est un apprenant? Quelles sont donc les postures qui lui sont assignées? Et comment, autour de ces valeurs, se joue cette tension entre satisfaire, je dirais, les besoins des entreprises et en même temps permettre aux vocations des personnes de s'épanouir. Antoine Pro a cette formule très forte, il dit en matière d'éducation, le décideur unique et tout-puissant est un mythe. Et je crois qu'il a évidemment... c'est très étayé, et je crois que la formation professionnelle là, est un bon exemple du fait qu'il n'y a pas de décideur unique et qu'au contraire, il y a une multiplication des parties prenantes, ce qui pose d'ailleurs les enjeux de gouvernance peut-être au centre aussi des débats, avec cette fameuse expression pour qualifier la situation française du millefeuille, mais que je trouve très mauvaise. Moi, je pense que c'est plutôt un crumble, c'est-à-dire que c'est très difficile d'identifier d'une manière claire qui fait quoi, quelles sont les compétences. J'oserais cette formule. Ce que montrent aussi les travaux des historiens, c'est cette difficulté qu'il y a à identifier le poids des contextes. On va en parler lors de la première table ronde. Hein. La SEPR qui se crée dans le contexte lyonnais, les jeux d'acteurs, mais aussi des dépendances de sentiers très marquées, des pesanteurs très fortes sur ces dispositifs de formation professionnelle. Je crois que la deuxième table ronde sur la question du genre sera de ce point de vue-là tout à fait importante et intéressante. Et dernière interrogation que j'ai déjà un petit peu évoquée, de quoi parle-t-on exactement? Est-ce que c'est la formation initiale, la formation des adultes promotionnelle? Et le président Kéran y a fait allusion tout à l'heure en évoquant la promotion sociale qui effectivement s'est un petit peu évanouie dans le paysage français en particulier, même si elle tente de faire un retour à l'heure actuelle. Alors là, j'ai mis simplement, c'est pour planter le décor, mais c'est des choses bien connues, donc je n'insiste pas. C'est pour montrer quand même que la France n'est plus dans un système fondée sur l'éducation générale prédominante d'une manière quasi exclusive. Bon, ça c'est pas nouveau, mais là on voit bien que la place du second cycle professionnel est extrêmement importante, hein, et représente plus du tiers, même si elle est légèrement déclinante ces dernières années. Et en son sein, donc l'apprentissage donc a une place, mais une place qui reste quand même mesurée, parce que si on peut passer à la diapo suivante. Voilà. L'apprentissage s'est beaucoup développé, mais il s'est développé d'une manière duale. Ça, on y reviendra aussi dans les débats. C'est-à-dire là où il s'est développé, c'est surtout dans l'enseignement supérieur et au niveau 4. Et par contre, au niveau des CAP, qui est en principe le niveau le plus, historiquement en tout cas, d'accueil et de l'apprentissage, et bien là, au contraire, on a plutôt un repli. Et
Donc je trouve que c'est tout à fait symptomatique de la manière française finalement de développer la formation professionnelle, c'est-à-dire de reproduire au sein des dispositifs des formes de hiérarchisation. Et là, ce qui est le plus valorisé, on le voit bien maintenant, c'est l'enseignement supérieur et le niveau 4, disons, pour aller vite. En tout cas, c'est une interrogation que j'ai, c'est que ces dispositifs qui étaient censés donc se tourner plutôt vers je dirais la main-d'œuvre qualifiée de base, aujourd'hui donc voit ses moyens et ses financements, parce que derrière ça il y a des enjeux financiers, c'est-à-dire que l'argent évidemment qui est mis dans l'enseignement supérieur sous apprentissage n'est plus disponible pour d'autres opérations, et en particulier on sait que pour le niveau 5 c'est parfois une source de problème, puisque la taxe que versent les entreprises va sur des masters professionnels de l'université ou de la grande école de commerce telle ou telle, et ceci peut aussi poser des problèmes. On aura une table ronde dédiée aux problèmes de financement, de gouvernance. C'était une manière donc de l'évoquer. Alors on a, ça c'est pas une nouveauté, une offre de diplômes très importante en France, très abondante en matière de formation professionnelle, même si elle se resserre depuis une dizaine d'années, puisqu'il y a moins de CAP, et puis de facto les BEP ont été supprimés avec le bac pro 3 ans. Il reste qu'il y a quand même 87 baccalauréats professionnels, et il reste qu'un certain nombre de ces titres finalement restent assez peu connus. Ce qui fait que cette offre n'est pas toujours très lisible. Le ministère de l'Éducation nationale avait repéré qu'en 2005, il y avait plus de 100 diplômes qui avaient moins de 50 candidats par an. Donc, ce qui est quand même pas beaucoup. Et ceci dénote peut-être aussi de dépendance de sentier, d'une certaine difficulté à revoir des titres. Alors que, par ailleurs, si on prend le cas des bacs pro, 2 de ces bacs pro, commerce-vente ex-bureautique devenu gestion des entreprises, c'est ça, GE1, je ne sais plus ce que ça veut dire, enfin, c'est la nouvelle appellation du bac pro bureautique, eh bien, représente 40% des flux, avec, surtout pour le bac pro bureautique, depuis longtemps des insertions très médiocres, puisque l'essentiel des recrutements se font au niveau BTS, pour ce qui est censé correspondre aux débouchés des bacs pro bureautiques, et tout ceci résultant aussi d'orientations fréquemment imposées, et donc où on peut se demander si ces formations ne sont pas là pour absorber des flux que véritablement pour former à des qualifications professionnelles. Voilà, c'est une hypothèse que j'oserais avancer, ce qui se traduit au lycée professionnel par des taux de décrochage, on y reviendra aussi dans la discussion, qui sont assez élevés. Et comme l'a montré Thierry Berthet, souvent c'est le prix d'un processus où il s'agit plus de pourvoir des places existantes que véritablement de répondre à des vocations. Et quand on impose, un certain nombre de travaux nous montrent que souvent on produit du décrochage. Précisément, un des problèmes français, on le sait, c'est la question des sans diplômes. Alors, si on regarde sur le long terme, il y a quand même eu des progrès assez considérables. Si on regarde sur les 40 dernières années, le taux de sans qualification tel qu'il était défini par le ministère, vous savez, c'était ce qui correspondait au niveau 6 et 5 bis. Il suffisait d'être en seconde générale pour être considéré comme qualifié dans cette grille, ce qui était d'ailleurs tout à fait symptomatique des échelles de valeur du système. Si on reprend les sans diplômes aussi, il y a eu là des évolutions très fortes. Il reste que depuis 15 ans, ça bouge guère et qu'on a bon an, mal an un flux de 140 000 jeunes qui sortent sans certification du système. Et ça a déjà été évoqué par M. Kéran, il y a derrière ça des processus de discrimination qui sont inégalitaires, qui sont pointés dans la diapo, sur lesquels je vais pas insister, mais on voit se surajouter sur les jeunes, notamment qui échouent dans l'enseignement professionnel, toute une série de déterminants sociaux qui montrent que notre système a du mal à contrebattre ces inégalités. Alors, dernier élément très rapide sur la formation continue, si on regarde au niveau européen, ce qu'il y a de très frappant, c'est que la France fait des efforts non négligeables en matière de formation professionnelle continue, mais surtout dans le cadre de l'entreprise.
et surtout pour des formations courtes, et en particulier le taux de retour en éducation, pour reprendre les indicateurs européens. Là, j'ai pris la tranche d'âge des 30-40 ans. Vous voyez qu'en France, on est très mal positionné. L'Allemagne, c'est guère brillant parce que leur système, qui auparavant fonctionnait assez bien de certification en cours de vie active, a été très fortement bousculé par les fameuses réformes Hartz-IV, enfin Schröder pour le dire autrement. On a parlé de M. Hartz là, ces derniers jours. Hartz-IV, donc c'était les différentes mesures qui consistaient à inciter plus fortement les chômeurs à retrouver un emploi. Et évidemment, les formations de longue durée, ce n'était pas très cohérent avec ce système. Donc leurs financements ont été brutalement diminués parce que c'était un moyen, en tout cas dans l'esprit des promoteurs, de favoriser le retour vers le marché du travail. Donc l'Allemagne s'est retrouvée proche, je dirais, dans la même situation que la France, en train de bouger depuis quelques années. Et on voit que la France est très mauvaise, en quelque sorte, pour redonner une deuxième chance à ceux qui sont sortis à des bas niveaux de qualification, et qu'en plus, donc, les chances d'accès à la formation continue sont quand même très inégalitaires dans notre pays. Il n'est pas le seul, mais enfin, elles le sont. 3 fois plus de chances d'aller en formation continue quand vous êtes titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur, alors que l'on voit dans les pays scandinaves, la situation est très différente. Alors, puisqu'on est dans un hôtel de région, il me semblait important d'évoquer quand même les questions de décentralisation. Bon, on sait qu'on est allé vers une décentralisation par étapes. Il y en a encore une qui se joue, semble-t-il, en ce moment. Là aussi, avec des attentes extrêmement fortes. Quand on voit toutes les attentes qui sont mises sur la décentralisation depuis maintenant 30 ans, faciliter la coopération avec l'entreprise, assurer une meilleure coordination des diverses voies de formation, articuler, et on va en parler dans la dernière table ronde de la journée, stratégie de développement économique et investissement collectif en matière de formation. Bon, c'est un menu qui est très consistant, et tout ceci dans un système où les compétences sont très fortement imbriquées entre différents partenaires, l'État évidemment qui reste très présent, les régions, les partenaires sociaux, partenaires qui essayent de se lier, et je crois que M. Kéran l'évoquait, par des contrats d'engagement réciproques sur des logiques pluriannuelles. Donc tout ceci donne lieu à des investissements procéduraux et cognitifs qui sont tout à fait impressionnants quand on voit ce qui se joue au niveau régional maintenant. Tout ceci s'inscrivant dans une sorte de transfert de la logique de l'État ingénieur, finalement, c'est-à-dire de la planification. La planification, il n'y en a plus, évidemment, depuis maintenant pas mal de temps au niveau national. Par contre, il y en a beaucoup au niveau régional. Les régions n'arrêtent pas de faire des plans régionaux, des schémas prévisionnels de formation initiale, d'enseignement supérieur, d'aménagement du territoire, de développement économique. Maintenant, il y a des schémas régionaux sur les ressources en eau. Donc on en invente là, très régulièrement, et donc la responsabilité finalement de la prévision et de la prospective, et donc c'est finalement de la construction de l'avenir, est renvoyée dans large partie maintenant aux régions. Et dans le domaine de la formation, c'est tout à fait le cas, notamment au travers des plans régionaux de développement de la formation, qui sont eux-mêmes censés être cohérents avec les schémas de développement économique, et ça sera là aussi au centre de la 4e table ronde. Et là, avec l'émergence des régions comme coordinateurs dans la difficulté, je vais y revenir tout de suite, l'idée était quand même de dire on va essayer de s'éloigner d'une logique de l'offre, des pesanteurs de l'offre, pour aller vers une meilleure prise en compte des demandes. Demandes sociales, je vais appeler ça demande des jeunes et des familles, demande des milieux professionnels, demande des territoires. Évidemment, ça donne lieu là aussi à des compromis, des agencements assez complexes sur lesquels on reviendra peut-être dans la discussion, parce que construire dans un cadre planifié et programmé ces compromis entre ces différentes logiques n'est évidemment pas simple et demande beaucoup de négociations. Alors j'ai pris comme exemple la régulation des cartes de formation. Ça, c'est un enjeu maintenant important au niveau régional. Je pense qu'on va en parler tout au long de la journée. Et je dirais que là, il y a quand même une forme peut-être de désenchantement quand on regarde plus précisément ce qui se passe.
Parce que le régime ordinaire, je dirais, c'est, pour ce qui est de la formation professionnelle sous statut scolaire, hein, précise, c'est que pour l'essentiel, c'est la démographie scolaire qui joue, et il s'agit avant tout d'absorber des flux et de gérer des places. Et quand on regarde, notamment en s'appuyant sur les travaux de Patrice Carreau et de Bernard Hilot, à quel point le système est finalement pris entre des injonctions nationales, 100% de jeunes à niveau 5 de qualification, 80% au niveau du bac, 50% au niveau d'une licence, et des héritages locaux liés, comme l'a très bien montré Patrice Carreau, à des hiérarchies urbaines et à une géographie historique des structures économiques et industrielles du pays, et qui explique en grande partie l'offre finalement existante. Et donc, dans cette configuration-là, finalement, les marges de jeu sont relativement limitées et continuent à jouer des logiques fortement endogènes. Et en travaillant plus précisément sur les cartes régionales de formation, d'ailleurs en Rhône-Alpes et en Provence-Alpes-Côte d'Azur, j'avais vu qu'une des notions clés des gestionnaires, c'est le vivier d'élèves. Là, le vivier d'élèves, de savoir comment on va alimenter un lycée professionnel à partir des collèges du CRU. Ça, c'est une notion, une catégorie gestionnaire extrêmement importante. Et donc, j'ai mis d'ailleurs une formule d'un inspecteur de l'éducation nationale de Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est pas la région Rhône-Alpes, qui est assez symptomatique, hein, où il dit finalement, bon, voilà, je continue à laisser former dans telle et telle spécialité industrielle, parce que de toute façon, si je ferme, le lycée va être déstabilisé, les postes, je ne vais pas trop savoir quoi en faire, bon, donc on continue. Mais il y a un acteur qui, dans ce processus de décentralisation, fait des retours périodiques, je dirais, c'est l'État, d'une manière plus ou moins autoritaire. Et il me semble que la réforme des baccalauréats professionnels, le passage en 3 ans, est assez symptomatique de cela, puisque finalement cette réforme a été faite assez, disons, brutalement, sans guerre de concertation, ni avec les régions d'ailleurs, ni avec les partenaires sociaux. Alors peut-être que ça marche, ça c'est un autre débat, mais il reste qu'il s'agissait surtout, là encore, de reconfigurer dans ce que j'appellerais une logique de gestion industrielle, un ensemble de flux, de rationaliser l'appareil, parce que c'est une source d'économie assez considérable de passer donc du bac pro 4 ans avant, de facto au bac pro 3 ans, en tout cas potentiellement, et en mettant en place d'ailleurs une politique du gage, c'est-à-dire que, ça je l'ai vu à l'œuvre dans certains rectorats, où vous ne pourrez ouvrir un BTS que si vous me donnez un gage, c'est la fermeture d'une autre section, de telle sorte que je puisse donc maîtriser les coûts. Et donc, là, je m'approche de la conclusion, parce que je risque d'être trop long sans cela. Je voulais terminer en montrant que finalement, si la France a beaucoup développé la formation professionnelle, et notamment la formation professionnelle en alternance, elle reste quand même très éloignée d'un système à l'allemande, hein, même si elle s'en inspire, on se réfère tout le temps à l'Allemagne dans les réformes en France, mais elle reste finalement assez différente. Et en particulier, ce que l'on oublie, c'est qu'en Allemagne, il y a un marché vraiment des places d'apprentissage et que la régulation de la formation professionnelle est fondée sur le jeu du marché, hein, qui concerne quand même plus de la moitié d'une classe d'âge encore aujourd'hui, qu'il est fondé sur une délégation de gestion aux syndicats et au patronat, qui eux-mêmes donc s'engagent d'une manière très forte sur des règlements de formation dans l'entreprise. Chaque spécialité fait l'objet d'un Verordnung, c'est-à-dire d'un règlement de formation d'à peu près 40 pages qui détaille ce que doit apprendre chaque apprenti dans l'entreprise. En France, il n'y a pas grand-chose, hein, si ce n'est certaines branches comme le bâtiment ont fait des efforts pour donc construire des sortes de référentiels de la formation en entreprise, mais sinon, c'est à discrétion. Donc on est dans des systèmes qui sont, en termes d'engagement, pas du tout les mêmes, hein, et de responsabilité des acteurs. Et puis pour finir, voilà, ça va être la dernière diapo. Oui, j'ai essayé de récapituler finalement, ça fait un bouclage avec les objectifs du début. C'est-à-dire quand on analyse ou on évalue les systèmes de formation professionnelle, il y a différentes dimensions de la qualification ou de la non-qualification,
qu'on peut répertorier et qui font selon les contextes sociétaux et régionaux et locaux. On va peut-être en parler. Donc, ils font l'objet d'agencements variables. Il y a évidemment le niveau d'études et de connaissances générales. Là, on a notamment une référence là, très française. J'ai évoqué le fait qu'en France, jusqu'à il y a peu, il suffisait d'être, si je puis dire, d'être en seconde générale pour être considéré comme qualifié. C'était bien représentatif d'une certaine conception de la qualification. Il y a maintenant, et M. Kéran y a fait allusion, et de plus en plus, de dire « Ah non, le niveau, ça ne suffit pas, le niveau d'études, ça ne suffit pas. Il faut des compétences générales attestées par des acquis, mesurés et mesurables. » Ça, c'est PISA, et on voit bien que le développement de ce type d'enquête a changé la donne sur la manière dont on voit, dont on diagnostique les systèmes d'éducation et de formation. L'obtention d'une certification générale ou professionnelle, ça c'est le fameux benchmark européen, c'est ça qui permet de considérer qu'en France, par exemple, il y a à l'heure actuelle 12% de décrocheurs précoces. C'est une construction statistique sur laquelle on pourra revenir, tout à fait particulière. Mais c'est aussi, ça c'est une conception plutôt à l'allemande, mais on la retrouve en France, bien sûr, un titre reconnu dans une convention collective ou par une réglementation, ou bien, en autre conception, un portefeuille de compétences, variable selon les individus et valorisable sur le marché. Ça, c'est la conception prééminente en Grande-Bretagne, le portfolio worker. Donc, vous êtes porteur d'un portefeuille et vous avez des briques de compétences que vous pouvez valoriser indépendamment les unes des autres. Et puis, et ça c'est très présent en France, une probabilité ou une capacité effective d'insertion dans l'emploi, autrement dit une employabilité, pour prendre un terme maintenant bien répandu. Bon, ça, je laisse tomber, ça, c'est trop long. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Donc j'avais prévu de faire un petit développement sur les conceptions de l'individu qu'il y a dans les différentes conceptions de la formation, mais je pense que c'est un peu long et on y reviendra. Je voulais distinguer la convention académique, une convention professionnelle, mais ça c'est mes petites affaires. J'y reviendrai pour d'autres travers des questions. Voilà, je ne voudrais pas être plus long parce que je crois que l'heure est venue d'entamer la première table ronde. Donc il va falloir que les premiers intervenants, je crois, me rejoignent ici. Parce que là, c'est peut-être pas très commode, mais ça aurait été plus interactif. Mais on est tous là ?